J'ai beaucoup de messages privés, beaucoup de demandes de conseils justement très spécifiques. Le grand-père de mes enfants va mourir, est-ce que tu as un livre pour les accompagner? Vraiment, on a des demandes très très particulières. L'interaction, elle se fait souvent là, c'est-à-dire que je prends, alors le temps pas toujours, je m'en excuse, mais de répondre aux gens parce que je trouve que c'est un peu mon rôle, entre guillemets, de dire, ben voilà, je vous accompagne tous les jours à la télé, ben, dans la vraie vie, je suis capable de le faire aussi. La majorité numérique, c'est 13 ou 15 ans, donc en fait, t'as pas l'âge, t'as pas la c'est juridique en fait. J'ai une réponse factuelle à un fait. Tu as envie d'avoir Instagram alors que tu as 11 ans? Bah, c'est non. Même les groupes classes, c'est pas génial sur WhatsApp. Ça dégénère rapidement. Bienvenue dans Brand le podcast qui décrypte les stratégies d'influence, de branding et de communication sur les réseaux sociaux. Chaque semaine, des experts et des créateurs te partagent leur parcours et leurs conseils pour développer ton image et ton activité. Bienvenue dans Brand Zone. Aujourd'hui, nous recevons Marie Perarnaud. Donc Marie, tu es maman de 4 enfants. Tu es experte en parentalité et en famille. Tu interviens dans les maternelles XXL, donc nouveau format sur France 4. Et tu viens de lancer ta propre plateforme et podcast, VIP chez Marie, donc very importante parents. Et tu es venu nous parler de tout ça. Alors pour les peu de gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux déjà commencer par nous dire un peu qui tu es, nous raconter un peu ton parcours? Oui, alors tu l'as très bien dit, je suis maman de 4 enfants et c'est un petit peu ce qui a orienté mes choix de vie et de carrière et de boulot, puisque je suis passionnée par la parentalité. Alors déjà avant d'avoir des enfants, et puis depuis que j'en ai, c'est encore pire. Donc je me suis tout d'abord orientée vers l'enseignement, pour enfin commencer à écrire sur la parentalité quand j'ai eu des enfants. Et tout cela m'a amenée à travailler pour de nombreux supports parentaux, des magazines, etc. Et j'ai été remarquée comme ça pour travailler à l'époque sur France 5 dans la nouvelle formule des maternelles qui existe depuis une vingtaine d'années, qui s'appelait La Maison des maternelles, dans laquelle j'officie depuis bientôt 10 ans. Et qui vient, comme tu l'as dit, de changer et de devenir les maternelles XXL. Donc, je suis experte famille et parentalité. Ça veut dire que j'interviens sur toutes les thématiques liées aux questions des parents, en règle générale. Donc, toutes les questions que les parents se posent, j'essaie d'y répondre avec mon expérience, certes, mais aussi avec, évidemment, le travail que je fournis et que, voilà, j'utilise un peu le travail des autres aussi. J'écoute beaucoup les avancées scientifiques. Je m'entoure de nombreux experts pour essayer de répondre au mieux aux parents. Et puis à côté de ça, j'écris, parce que je m'ennuie. Donc j'écris des livres pour les enfants, j'écris des livres pour les parents. Et comme je m'ennuyais vraiment, j'ai effectivement lancé le podcast VIP chez Marie, qui est un podcast qui va interroger les célébrités, les personnalités sur leur vie de parents, parce que je trouvais, alors déjà de mon expérience au maternel et de rencontrer des stars, comme on dit, je trouvais qu'on ne les entendait pas assez sur leur parentalité et que ce qui était passionnant, c'était de découvrir qu'ils étaient exactement comme nous. Alors c'est bien ce que tu as parlé de tout, mais on va revenir un peu en arrière du coup. Revenons un peu au maternel. Comment s'est fait un peu ton passage au maternel? Parce que c'est comme une super référence. Ouais. Comment ça s'est fait et comment tu as géré un peu ta première prise de parole à la télé? Eh bien, les maternelles, c'était un rêve pour moi. J'ai regardé les maternelles, j'avais pas encore d'enfants. Et c'était vraiment une émission que je trouvais très authentique, qui accompagnait les parents, qui était... moi, je suis pas une grande fan de télé par ailleurs, et je trouvais que ce format était très simple. On parlait comme on parle dans la vie de tous les jours, on avait des expériences comme on les a tous, et ça a été un goal of life, mais que j'avais pas du tout. Je me disais jamais, je vais travailler au maternel. Et puis, au fur et à mesure, j'ai réussi à passer un premier casting qui s'est très bien passé, mais ce n'est que 6 ans après que j'ai travaillé pour les maternelles. Et donc, j'étais à la fois très, très stressée parce que c'était quand même l'acmé et le climax de ma vie professionnelle et en même temps très sereine parce que c'était vraiment là où je devais être. Et concernant la première télé, je pense que si on retrouve les images, j'ai l'air d'avoir donc déjà 20 ans de moins. C'est merveilleux. Et ouais. Un petit peu bougé quand même depuis. Et je suis très stressée. Mais j'ai toujours travaillé avec des équipes qui ont fait qu'on était très vite en confiance parce qu'il n'y avait pas d'exigence d'être parfait. Au contraire, on nous prenait vraiment avec, comme on était, le parent qu'on était. Donc, ça a beaucoup aidé, je pense, à ce que ça se passe sereinement. Et quel est ton rôle du coup au sein de l'émission aujourd'hui?
tu interviens donc sur la parentalité. Est-ce qu'il y a une thématique, un axe précis ou comment tu interviens sur tes chroniques, tes Alors, sujets? vraiment, moi, ma ligne directrice, c'est les parents. C'est les questions qu'on se pose tout au long de la parentalité. Donc, ça va commencer à comment on gère l'apprentissage de la continence, à comment on fait quand notre enfant pleure tous les matins, quand on l'emmène à l'école. Et puis, au fur et à mesure des années, eh bien, il y a d'autres questions qui arrivent. Ça va être mon enfant n'a pas d'amis à l'école, ou mon enfant a du mal à faire ses devoirs, ou bien mon ado joue en ligne toute la nuit. Donc, voilà, chaque étape de vie est jalonnée par des problématiques et des questionnements de parents. Et moi, j'essaye, parce que je les vis, de répondre avec les ressources qu'on a, nous, en tant que parents. C'est vrai que moi, ça a toujours été mon réflexe. Et à chaque problème, essayer vraiment de faire mon marché parmi ce qui était proposé par les experts en parentalité. Et aujourd'hui, j'essaye d'avoir un rôle un peu de transmission. J'essaie de vulgariser un petit peu ce que j'ai appris pour le rendre intelligible. Donc, tu m'as dit que tu avais commencé les maternelles il y a une bonne dizaine d'années. Oui. Il s'est passé beaucoup de choses depuis, notamment l'émergence des réseaux sociaux. Donc, je voudrais déjà te demander un peu comment tu vois, toi, aujourd'hui, cette émergence. Et après, comment tu t'es adapté, toi, dans ta façon de travailler avec cette émergence qui grandit tellement vite, du coup. Les réseaux sociaux ont été pour moi une véritable aide. Et c'est pour ça que, quoi qu'il arrive, je ne pourrais jamais dire que ça fait du tort aux parents, parce que vraiment, pour la petite anecdote, moi, ma dernière fille, donc, qui a 12 ans aujourd'hui, n'a pas dormi pendant presque 4 ans. Et la première année de sa vie, n'a pas du tout dormi, ou très très peu, elle dormait sur moi. Et j'étais sur Twitter à l'époque, toutes les nuits. Et il s'était créé autour de ces mamans qui ne dormaient pas la nuit une véritable communauté. On s'envoyait un message, toujours debout, etc. Et vraiment, je pense que c'est ce qui m'a aidée à tenir, parce que en pleine nuit, personne chez moi, désolé mon mari, mais il était réveillé et personne ne venait me tenir la main. Et vraiment, je trouve que les réseaux sociaux ont eu de bon de faire un accompagnement, de proposer un accompagnement aux parents qui se retrouvent tout seuls. Donc, en matière de présence, on dit toujours il faut un village pour élever un enfant. Il y a moins de liens sociaux aujourd'hui. Quand on devient parent, on est assez isolé. Je trouve que les réseaux sociaux ont ça de bon d'accompagner le parent. En revanche, évidemment, il y a toujours l'envers du décor. Ça a été aussi l'occasion de voir émerger tout ce qui est parentalité parfaite, parentalité idéale, énormément d'injonctions, de façons de fonctionner qui sont déballées sur la place publique, auxquelles on s'identifie ou pas. On se sent jugé. Si on n'est pas très bien dans ses baskets, si on n'est pas certain de ce qu'on fait, on se remet en question de manière permanente, ce qui n'arrivait pas avant. Ou bien c'était parce que la belle-mère disait « tu le laisses trop pleurer ». Là, en fait, on ouvre Instagram, on a 500 salons hyper bien rangés alors que chez nous, c'est dégueu. On a des mamans super jolies alors que nous, on se traîne un ventre énorme. Donc voilà, il y a vraiment le revers de la médaille de ces réseaux sociaux. Et moi, je les ai utilisés parce que j'en avais besoin. J'ai partagé ce qui me semblait être ma vraie vie. Et en même temps, j'ai pas été trop loin parce que j'avais absolument pas envie d'exposer mes enfants. Et ça, pour moi, ça a toujours été la barrière et la limite. C'est que jamais mes enfants ne sont montrés, de dos très rarement, et plus du tout depuis qu'ils sont plus grands. Parce que de toute façon, même petits, je leur demandais l'autorisation. Et ça a été pour moi, voilà, la limite, en tout cas, de l'utilisation des réseaux sociaux, c'est de ne plus partager, en tout cas, maintenant qu'ils sont grands, la vie de mes enfants. Bien sûr. Donc, tes enfants, t'en parlais justement, c'est ce qui t'a donné un peu cette expertise. Les maternelles t'ont donné un peu cette crédibilité. Oui. Les réseaux, pour toi, à titre personnel et donc professionnel, tu l'as vu comme un tremplin très rapidement. Et comment tu t'es lancé et quelle était un peu ta stratégie de départ, du coup? Alors moi, les réseaux ont été vraiment... à l'époque, on avait des blogs et des forums. Au départ, ça a vraiment été ça. C'est-à-dire que ça te parle, on a le même âge. Ça a été un lieu où on pouvait échanger. Je ne l'ai jamais vu comme une scène d'exposition, mais vraiment plutôt comme un moyen de rentrer en communication avec d'autres gens dans d'autres pays qui ne se levaient pas à la même heure que moi, et de pouvoir échanger sur nos pratiques parentales, sur nos façons de faire. Et j'allais y piocher des infos, comme j'allais aussi partager des moments de vie. À aucun moment, ma stratégie a été de dire je vais en montrer le plus possible pour intéresser les gens. J'ai essayé vraiment d'être cohérente avec le discours que j'ai par ailleurs à la télé. J'ai essayé de montrer des trucs que j'utilisais vraiment, même dans mes choix, parce que j'ai fait du sponsoring. Et voilà. À chaque fois, j'essaye, et depuis toujours, d'être très cohérente
sur mes réseaux et de ne pas faire quelque chose qui ne soit pas en accord avec ce que je suis. La télé est un média qui est très ascendant, donc tu n'as pas forcément un retour dans l'immédiat comme pour l'avoir en théâtre ou dans d'autres lieux. Ce qui n'est pas le cas des réseaux, où du coup tu peux avoir des retours positifs ou comme des critiques. Est-ce que quand tu fais des sujets où tu traites de l'actualité, notamment parentale, où tu donnes des conseils, tu prends aussi en compte les conseils ou les remarques ou ce que les gens peuvent te dire? Et comment tu interagis avec ta communauté du coup? Alors, j'ai beaucoup de messages privés, beaucoup de demandes de conseils justement très spécifiques. Le grand-père de mes enfants va mourir, est-ce que tu as un livre pour les accompagner? Vraiment, on a des demandes très, très particulières. L'interaction, elle se fait souvent là, c'est-à-dire que je prends, alors le temps pas toujours, je m'en Mhm. excuse, mais de répondre aux gens parce que je trouve que, enfin, c'est un peu mon rôle, entre guillemets, de dire, ben voilà, je vous accompagne tous les jours à la télé, ben dans la vraie vie, je suis capable de le faire aussi. Après, en commentaire, etc., les critiques, il y en a très peu, il y en a. De toute façon, sur la parentalité, il y en aura systématiquement. Moi, ma position, c'est de dire, voilà comment moi je fais, voilà ce qui me semble le plus juste et le plus en adéquation avec mes valeurs. Après, à aucun moment, je suis dans une injonction, quoi. Mhm. Je dis, tentez ça. Au pire, ça marche, quoi. Oui, tu donnes tes conseils. Ouais. Et justement, pour aller un peu plus loin sur tes réseaux, du coup, comme tu as une très belle communauté sur différents réseaux, Instagram, Facebook et autres, il t'arrive de faire parfois des partenariats avec des marques, mais je sais en même temps que tu es très engagé. Donc, comment tu choisis tes partenaires et quels sont un peu les critères aujourd'hui pour travailler avec toi? Alors, à part quelques petits exemples qu'on pourra trouver en furetant sur mes réseaux, en règle générale, j'essaye complètement, encore une fois, d'être cohérente dans ce que je fais comme partenariat. C'est-à-dire que je vais choisir des marques ou des produits que j'utilise moi-même ou que j'aime beaucoup ou qui ont une résonance particulière pour moi. Donc, ça peut être sur tous les domaines. Alors, évidemment, j'essaie de rester sur la parentalité, mais ça peut être sur du sport, par exemple, puisque je pratique beaucoup le sport. En tout cas, je ne vais pas sortir de mon domaine ni d'expertise ni de vie parce qu'il faut que ce soit quand même assez logique. Et comme j'ai un petit engagement écologique, évidemment, j'essaye d'éviter tout ce qui va aller à l'encontre de ça. C'est-à-dire que je ne vais jamais accepter de faire un reportage sur une semaine à Dubaï, par exemple. Mais j'essaye aussi que ça fasse sens pour mon je sais pas comment on dit, auditoire, enfin, les gens qui me suivent, ma commu, Ta communauté? que ça puisse apporter quelque chose. C'est-à-dire que une marque qui a des valeurs que je partage, qui a un produit que je vais utiliser, qui va être pratique pour les parents, ben, j'ai en plus envie de la mettre en valeur qu'une autre. Voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Après, il y a des choses qui me plaisent pas trop. Je préfère pas le faire plutôt que de le regretter. Alors, on pourrait me dire, bah oui, mais en fait, c'est sur les réseaux, c'est oublié. Enfin, 2 mois après, on ne se souvient plus que tu as fait ce partenariat. Ben, pour moi, ça compte quand même. Et je me dis, reste droite dans tes bottes. Et puis, voilà, ça finira par payer. Tu refuses beaucoup de propositions de partenariat du coup? Oui, j'en refuse pas mal. Parce que déjà, alors, par franchement, organisation temporelle, j'ai pas beaucoup de temps non plus d'animer mes réseaux comme je devrais le faire. Mhm. Et du coup, j'ai pas envie que ça soit non plus une succession de partenariats ou de pubs. L'idée, c'est aussi de pouvoir partager et de continuer à avoir ces échanges avec ma communauté. Tu parlais d'ascendant tout à l'heure, de flux ascendant. C'est vraiment ça. C'est que si on est sur quelqu'un qui ne fait que proposer des contenus sponsorisés, plus personne va avoir envie de réagir et de donner son avis. En fait, Bien ils sûr. vont juste absorber. Et quand tu fais un partenariat, du coup, je crois savoir aussi que le contenu de ce que tu vas diffuser sur tes réseaux est aussi important. C'est Ouais. pas juste, tiens, voici la nouvelle bouteille d'eau. Ouais. Comment tu définis un peu le contenu? Je sais pas, imaginons demain, je prends un exemple, une marque de jouets vient de voir. Tu dis, voilà, je voudrais mettre en avant nos produits à Noël, par exemple. Mais j'ai pas d'idée. Qu'est-ce qu'on peut imaginer, par exemple, comme contenu pour que ce soit aussi, que ça ne fasse pas trop pub pour le coup? Alors ça, de toute façon, pour moi, ce qu'on appelle brain content, comme on dit, c'est très important. C'est-à-dire, je pense que la marque a tout à gagner à être associée à un contenu qualitatif. Et on ne va pas se dire, ah ben super, Marie, elle nous fait la promo de 3 jouets. Non, en fait, Marie a sélectionné des jouets, par exemple, typiquement pour ce type de demande, ben, quelle est ma plus-value, en fait, par rapport à cette marque? Ma plus-value, c'est de dire, je connais le milieu du jouet, je sais un petit peu ce qui marche, je connais le développement de l'enfant, à quel âge ça va marcher, ça va pas marcher. Donc, pourquoi ne pas proposer
une sélection pour les 0-3 ans, puis pour les 3-6 ans, avec 2 jouets de votre catalogue mis en avant. Pourquoi ? Parce que les parents qui n'ont pas envie d'aller vers cette marque ne vont pas aller vers cette marque, mais les parents qui sont en recherche de jouets, ils vont trouver un intérêt à regarder cette vidéo. Ils vont prendre ces jouets-là ou d'autres qui y ressemblent, peu m'importe. Mais en tout cas, il y a une vraie plus-value et pour la marque et pour les gens qui regardent. Donc, et moi, j'ai fait un boulot intéressant, c'est-à-dire que je ne me suis pas contentée de faire la potiche du téléachat, quoi. Je comprends. Aujourd'hui, tu fais des contenus comme ça pour des marques. Comme tu es un peu une référente, tu es une experte dans le domaine de la parentalité, est-ce que tu te sens avoir une responsabilité envers ta communauté et du coup des conseils que tu donnes ? Ah bah complètement. Vraiment, pour moi, à partir du moment où on s'expose, et encore plus sur le service public, on a une responsabilité servicielle et institutionnelle. Et vraiment, pour moi, c'est quelque chose... Avant, j'étais enseignante et c'était pas pour rien non plus. Je me sens vraiment investie de ma mission de service public. C'est important. Voilà, donc je vais jamais recommander des choses qui sont contre-indiquées. À aucun moment, par exemple, je vais faire la promo de quelque chose qui serait, on parle le Youpala par exemple, qui est interdit au Canada, ou c'est cette espèce de chose dans laquelle on met les enfants qui commencent à marcher. Par exemple, jamais je ne ferai la promo de quelque chose comme ça qui est vraiment contre-indiqué chez les enfants, très clairement. Tant mieux, c'est oui. une très bonne chose. Et donc, on en parlait encore tout à l'heure, tu as lancé ton podcast il y a peu. Donc tu as appelé VIP chez Marie. Est-ce que tu peux nous parler un peu de pourquoi tu as fait ça, comment est né ce projet et voilà, nous parler de ce qu'on peut y retrouver du coup dedans? Alors, ce projet, il est né de mes années dans l'émission et des rencontres que j'ai pu faire. On a reçu pas mal de people, comme on dit, dans l'émission. Et à chaque fois, je trouvais ça super chouette de les entendre parler de leurs enfants. Pour ceux qui en avaient, mais souvent quand même, quand ils venaient dans les maternelles, c'est qu'il y avait un rapport à la parentalité. Et je me disais, c'est marrant parce qu'en fait... c'est quelqu'un que j'admire ou que je trouve vraiment brillant ou un artiste qui me porte. Et en fait, il parle de ses enfants comme moi, je parle de mes enfants, comme mon voisin parle de ses enfants. Enfin, on a quand même quelque chose qui nous lie dans cette parentalité, qui qu'on soit. Alors, évidemment, selon les moyens, on ne gère pas de la même façon. Mais quand même, il y a les mêmes interrogations, il y a les mêmes doutes, il y a les mêmes angoisses. Suis-je un bon parent ? Comment j'équilibre ma vie pro, ma vie perso ? Et ces questions-là, je trouvais ça hyper intéressant de les entendre de leur bouche, quoi. Parce que il y a déjà énormément de podcasts parentaux qui existent, de témoignages, etc. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est pas l'événement extraordinaire, c'est pas le témoignage d'un accouchement de dingue, c'est la vie parentale toute simple. Les questions qu'on se pose, comment est-ce qu'on devient un parent avec une enfance parfois un peu particulière, parce que parfois c'est des gens qui ont aussi des parents artistes ou célèbres, comment ils se sont construits et comment ils font grandir leurs enfants avec cette célébrité ou avec cette spécificité-là. Est-ce que tu vois une différence quand une personnalité vient, ou un people, comme tu dis, vient à la télé, où généralement il a un temps de parole assez réduit du coup, et sur un format podcast, est-ce qu'on voit une vraie différence que, je sais pas, parce que sur le format podcast, on a le temps d'aller plus en profondeur, pour le coup, les gens sont plus libres. Quelle était un peu l'idée aussi de ce podcast ? C'était vraiment exactement ce que tu dis, c'était de prendre le temps et d'avoir quelqu'un en face de soi qui soit comme nous et qui ne soit pas en train de faire sa promo, parce que bien souvent, quand même, les people, quand ils viennent sur les plateaux télé, c'est souvent... Voilà, c'est le jeu. On est tous partie prenante de ce jeu-là. Mais là, vraiment, voilà, on se pose, on discute. Et alors là, tous les épisodes que je fais, ils me disent « Ah, mais en fait, c'est passé super vite. » Et c'était hyper intéressant. C'est la première fois que je prends le temps de parler de mes enfants. Et en fait, c'est quand même quelque chose qui est hyper prenant dans nos vies, hyper important. Je veux dire, les raisons pour lesquelles on ne dort pas la nuit, c'est soit parce qu'il y a un problème au boulot, soit parce qu'il y a un problème avec nos enfants et qu'on voudrait résoudre. Et finalement, on ne les entend pas sur ces thématiques-là. Parce que personne ne les interroge, parce que ça n'intéresse personne au départ. Mais vraiment de prendre le temps et de se retrouver dans chacun des mots et de pouvoir même discuter de différences d'éducation. Enfin, c'est vraiment hyper intéressant. Et qu'est-ce qu'on peut retrouver dans ce podcast en dehors des invités ? Est-ce que, je sais pas, il y a des choses
C'est-à-dire que quand le podcast n'est pas diffusé, est-ce qu'on peut retrouver d'autres choses, je sais pas, des conseils pratiques ou... Oui, l'idée, c'était vraiment de prendre le temps. C'est-à-dire, ce que tu disais tout à l'heure avec la télé, moi, je ressens la même chose dans mes chroniques, dans l'accompagnement que je peux faire dans l'émission. Tout est timé dans nos vies, évidemment, encore plus à la télé. Et là, ce que je trouvais intéressant, c'est de pouvoir avoir sur une plateforme un petit peu tout ce qui fait ma spécificité, c'est-à-dire cette possibilité de donner des conseils, de prendre le temps d'en donner, d'aller interroger des experts sur des questions bien précises, et là encore, de prendre le temps de pouvoir les écouter, d'interroger aussi les parents, c'est-à-dire qu'on ne se rend pas bien compte de tout ce que les gens peuvent se demander, toutes les angoisses. Nous, on a quand même des petits prismes selon l'endroit où on vit, selon la façon dont on élève nos enfants. Il y a des questions aussi à côté desquelles on peut complètement passer. Donc ça, je trouvais ça intéressant d'avoir cet échange et puis de prendre conseil aussi auprès de la communauté. On s'enrichit vraiment de l'expérience des autres. Et moi, les meilleurs conseils que j'ai reçus, c'est pas les miens, c'est des amis, c'est voilà. Et de transmettre ou de partager, ça permet vraiment d'aller piocher ce qui nous concerne, ce qui résonne en nous, et on garde ce qui nous intéresse et puis on met à côté ce qui nous concerne moins. Tout à l'heure, tu parlais des personnalités que tu reçois dans le podcast. Oui. Là, tu parlais d'experts. Est-ce que tu ne reçois que des gens connus? Je parle de là, des acteurs, animateurs, chanteurs. Ou alors, tu t'ouvres aussi la possibilité d'avoir des créateurs ou des créatrices de contenu Oui, l'idée, en fait, au départ, c'est d'avoir des gens qui ont une spécificité. Donc, la plus évidente, c'était le fait d'être une personnalité, parce que c'est vraiment ce qui, pour moi, impacte un peu plus la vie de famille, d'être très sollicité, d'être reconnu. C'est comme ça que c'est venu, parce qu'on me demandait, ça doit être pénible d'être tout le temps reconnu. Je dis, non, moi, personne ne me reconnaît. En plus, franchement, je suis jamais en tenue de beauté quand je suis dans la vraie vie. Donc, je passe complètement à côté. Alors, quand je suis dans mon cœur de cible, les parents me reconnaissent, mais ce que je veux dire, c'est que ça impacte pas ma vie quotidienne. Et je me disais, c'est vrai que quand on est quelqu'un de très connu, en fait, ça impacte tout. Ça impacte notre façon de travailler, nos horaires. Et même quand on est avec notre famille, finalement, on est cette personnalité-là. Et il y a toujours un regard sur nous qui n'est pas normal, entre guillemets. Donc, au départ, c'est ce qui m'apparaissait le plus intéressant. Et évidemment, la spécificité, elle va se retrouver chez des créateurs de contenu, chez des chefs d'entreprise qui, justement, ont aussi cette particularité-là de devoir gérer quelque chose qui est énorme. Ça peut être aussi des gens qui ont quelque chose en plus de nous, parents lambda, entre guillemets, et comment ils s'en sortent. Et en fait, ils s'en sortent comme nous, comme ils peuvent, quoi. Tu es une experte reconnue, toi, aujourd'hui, en France et dans le métier, mais sur la partie créateur de contenu ou créatrice de contenu, comment on peut savoir si ce que racontent les gens sont pas du fake? Parce qu'aujourd'hui, n'importe qui peut avoir une grosse communauté en faisant, je sais pas, des choses un peu rigolotes ou un peu décalées. Comment on passe du stade de créateur à expert sur Instagram notamment, où on peut voir des gens pas forcément connus, mais qui ont une grosse communauté, mais sans forcément, par exemple, avoir une vraie expertise sur la parentalité. Donc, comment dissocier ou différencier une experte comme toi, qui est reconnue ici, de quelqu'un qui pourrait s'amuser à faire des blagues ou des choses comme ça sur Instagram? Comment faire le distinguo sur tout ça? Alors, le travail, déjà. Non, on voit... je pense que l'expérience, déjà, c'est quand même pour moi un pilier essentiel. Et on s'en rend rapidement compte quand on suit un compte Instagram, dans ce que la personne va partager, proposer. Un gros compte ne va pas forcément dire... qu'il y a du contenu travaillé, recherché, intéressant, interactif, etc. Mais en même temps, les gens ne vont pas tous chercher ça. Je pense qu'il faut vraiment faire le distinguo entre un contenu pédagogique, ludique, et puis moi j'appelle ça des influenceurs, mais c'est parce que je suis une boumeuse, mais des gens qui vont proposer un contenu récréatif. Mais qui n'est pas sans intérêt. J'ai connu le tout début des vlogs où les mamans se filmaient dans leur vie quotidienne. Je me disais, mais qui regarde ça? Eh bien, c'était consommé par énormément de collégiennes qui trouvaient ça super rigolo de voir 30 minutes d'une maman en train de cuire un cordon bleu. Donc, en fait, je pense que rien n'est acheté, mais c'est vrai qu'il faut vraiment faire la différence entre les gens dont c'est le métier, c'est-à-dire qu'il y a un vrai... On parlait tout à l'heure de cette responsabilité qu'on a vis-à-vis des gens. Moi, il y a une vraie responsabilité et une prise de conscience de ce que je propose, c'est-à-dire qu'on va être dans quelque chose de vérifié et de solide, d'où les experts pour appuyer évidemment les vérités scientifiques. Et à côté, il y a le contenu que j'appelle récréatif, qui est sympa aussi, mais dont on ne peut pas être certain du contenu. Tu parlais des petites blagounettes, etc. Mais on n'est pas sur le même truc, c'est presque de la comédie, du théâtre, quoi.
Quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui s'y connaît, notamment sur la parentalité, qui peut être, je sais pas, un médecin ou autre, qui te dit, effectivement, moi j'aimerais me faire connaître sur les réseaux, comment je peux réussir à mettre en avant mon expertise, mon expérience aujourd'hui, sur Insta notamment, ou sur d'autres réseaux? Il faut s'accrocher, c'est long. Non, c'est vrai que c'est compliqué et on est quand même dans une société de l'immédiateté et construire quelque chose comme ça, c'est long. Si on veut que ce soit solide, je pense qu'il y a des moyens de faire gonfler des chiffres et d'avoir du monde et de vouloir aussi que ça grandisse très vite et d'aller parfois faire des partenariats qui ne sont pas vraiment l'essence même de ce qu'on a envie de développer. Je pense qu'il faut être patient. Alors que c'est pas ni les réseaux ni notre monde ne l'est, parce que surtout si on est un médecin ou surtout si on est quelqu'un d'expert, il faut vraiment prendre le temps de faire du contenu qualitatif et de s'entourer de gens qui sont dans le même état d'esprit. C'est-à-dire qu'on peut être tenté d'aller faire des trucs un peu, voilà, pour être rapidement connu. On parle beaucoup de visibilité, d'échange de visibilité. Je pense qu'il ne faut pas oublier ce vers quoi on veut tendre. Donc moi, ça a toujours été mon truc, c'est de me dire, je ne suis pas prête à tout faire pour être connue, pour être sur le devant de la scène, etc. Moi, mon truc, c'est de me dire, j'ai envie d'être utile aux gens. C'est la raison pour laquelle j'ai fait de la télé, en me disant, les femmes qui sont seules, elles sont peut-être au moins devant leur télé le matin. À l'époque, c'était le matin à 9h. On va aller les chercher là, quoi. Et les réseaux, pour moi, c'est la même chose. On va aller les chercher là, on va leur proposer un contenu à ce moment-là qui est de qualité, quoi. Voilà. Du coup, tu interviens en télé. Tu es présente, comme on l'a dit là depuis tout à l'heure, sur les réseaux sociaux. Mais tu écris aussi, quand tu as un petit peu de temps, des livres. Oui. Comment on arrive à écrire des livres en racontant déjà plein de choses, à la fois en digital et en télé? Au niveau des thèmes, est-ce qu'on retrouve un peu les mêmes sujets mais qu'on développe davantage, qu'on raconte différemment, ou comment tu écris tes livres du coup? Alors, j'ai écrit des bouquins un peu rigolos, des chroniques parentales, qui étaient vraiment pour le coup, pas de la fiction, parce que c'était vraiment ma vie, mais c'était des petites chroniques de vie avec des conseils pour les parents et un livre vraiment de conseils pour le voyager avec ses enfants. Et un livre de conseils plus globaux sur la parentalité. À chaque fois, j'essaie quand même de garder le ton qui fait ma spécificité, c'est-à-dire un ton à la fois d'experte, certes, mais en constant apprentissage. Parce que pour moi, vraiment, c'est de dire aux gens, voilà, on fait tous le même job, on est parents. Il se trouve que moi, j'ai un petit peu lu sur le sujet, que j'ai un peu d'expérience. C'est pas pour ça que j'ai raison, et voilà aussi mes plantades, et voilà mes ratés, mais voilà ce qui me semble compter 18 ans après, parce que mon grand a 18 ans, voilà ce qui a fait qu'ils sont pas trop mal élevés aujourd'hui. Les bouquins, c'est vraiment pour moi un autre support. On peut prendre là aussi le temps, un petit peu comme dans le podcast, d'écrire. On s'adresse à d'autres personnes aussi, et j'ai vraiment voulu que ce soit quelque chose de pas d'injonctif, encore une fois, mais plutôt, encore une fois, un partage d'expérience. Je crois que c'est vraiment ce qui me porte. Et là, je fais aussi des bouquins pour enfants. Et là aussi, c'est vraiment des bouquins qui accompagnent, qui vont aider, qui vont... Voilà. On n'est pas dans un truc dogmatique. Comment tu le vois dans 5 ans, à la fois sur la partie livre, sur la partie télé, sur la partie digitale? Est-ce que tu te projettes ou tu vis un peu année par année, tu fais un peu au temps présent, ou comment tu te projettes du coup? Alors, je me projette dans un refuge de montagne en train de faire de la tarte aux myrtilles. Ça, c'est dans les moments où je suis fatiguée. En vrai, je ne me projette pas du tout. J'essaye, comme tu dis, d'aller au jour le jour. Je trouve que les choses évoluent tellement vite. Et les opportunités arrivent aussi au moment où on s'y attend le moins. J'avais complètement abandonné l'idée de travailler au maternel quand on m'a rappelé 5 ans ou 6 ans après. Donc pour moi, il n'arrive que ce qui doit arriver. Donc je fais assez confiance aux choses et j'essaye... encore une fois, d'être toujours cohérente dans mon boulot. Je fais probablement un peu trop de choses par rapport à ce que je peux gérer au niveau de mon timing, par rapport au fait que j'ai quand même des enfants à élever. Mais j'essaye toujours de... Hein, accessoirement. Accessoirement. C'est ce qui me prend quand même... Ouais, mais ça me prend quand même une bonne partie de ma vie. Et tant mieux, tant mieux. Mais j'essaie quand même de garder en ligne de mire ce rôle d'accompagnement pour être toujours en phase avec ce que je fais. Moi, j'aime beaucoup écrire et j'aime beaucoup la radio. Et donc, le podcast, pour moi, ça remplit énormément ça coche énormément de cases. Donc, moi, voilà, si je peux rester sur un équilibre où il y a quand même une participation médiatique, parce que j'aime bien, ça me fait voir des gens aussi, et garder ce côté écriture qui me permet aussi d'avoir des moments pour moi et des moments pour me poser et de ne pas être dans un truc d'immédiateté et de pouvoir réfléchir à des thématiques. Et je pense que c'est important aussi de pouvoir faire ce genre de petites pauses. Tu arrives à gérer ce temps, parce qu'entre écrire des livres, des chroniques,
être à la télé, être sur tes réseaux, parce qu'en plus, j'imagine que VIP chez Marie, comme c'est un lancement, ça te prend aussi pas mal de temps. Je suis aidée, hein. On va pas se mentir, J'imagine, j'ai une équipe avec moi. Comme pour le reste, tu as aussi des enfants qui te prennent aussi pas mal de temps, même si là, tu as aussi une équipe. En tout cas, un mari, Oui, tout à fait. à défaut d'une équipe. Comment tu gères le temps pour avoir le temps pour tout, en fait? J'organise énormément. Depuis que j'ai 40 ans, je fais des listes parce que je me suis rendu compte que j'oubliais énormément de choses. Genre, j'ai 4 enfants. Ouais, c'est ça, j'en ai bien compté. Non, j'essaye de pas compartimenter, mais en tout cas de chaque jour avoir des créneaux horaires pour les différentes choses. Donc de telle heure à telle heure, je suis levée très tôt, donc ce qui me permet quand même de travailler. Quelle heure? Je suis levée à 6 heures, moi. J'ai un chien. Il faut que je promène. Donc comme ça, je commence à travailler assez tôt et surtout, je ne suis pas dérangée. Comme je suis en télétravail la majeure partie du temps, souvent, en fait, au bureau, ils m'appellent à partir de 11h quand eux sont vraiment dans le rush. Et moi, j'ai déjà pu avancer et abattre quand même pas mal de boulot. Donc j'ai des créneaux horaires. J'ai un petit planning à côté de moi et de telle heure à telle heure, je bosse pour ça, telle heure à telle heure, je bosse pour ça. Et je fais mes listes de priorités par jour. J'en enlève la moitié parce que je sais que je n'arriverai pas au bout et que c'est très déceptif. Et j'essaye de faire ce que j'ai à faire côté perso et côté pro, en sachant qu'il y a quand même un horaire à partir duquel je m'arrête. De toute façon, quand les enfants sont tous à la maison, c'est impossible de bosser. Pourtant, ils sont grands. Et ça, je me suis rendu compte au fil des ans que ça ne faisait que créer chez moi un mal-être énorme d'essayer de télétravailler quand il y avait mes enfants. Donc, je me suis dit stop, en fait, parce que tu n'es pas complètement avec tes enfants, tu ne fais pas ton boulot. Et en fait, t'es pas bien, ça ne sert à rien. Donc voilà, j'organise comme ça et pour l'instant, ça passe. Et je travaille beaucoup dans le train parce que je prends énormément le train. Pratique. On me racontait tout à l'heure que ça fait une bonne dizaine d'années que tu intervenais à la télé, donc tu as évolué avec ton temps. Et c'est vrai que les réseaux, aujourd'hui, il y a de très bonnes choses. De personnes comme toi ou comme d'autres, on peut apprendre beaucoup sur la parentalité, mais il y en a aussi des mauvaises. Oui. Notamment des cas de harcèlement où les enfants s'insultent via des vidéos sur TikTok notamment. Toi, ta vision à la fois d'experte mais de maman, de ce côté un peu sombre des réseaux, on voit un jeune qui s'est suicidé il n'y a pas encore très longtemps. Comment tu vis ça et quelles seraient pour toi les solutions pour, alors je sais pas si on pourrait les arrêter, mais en tout cas les temporiser pour moi, TikTok, c'est une plaie. Vraiment, ça ne devrait pas être autorisé. Enfin, vraiment, moi, je me suis inscrite sur TikTok j'avais pas vraiment le choix. En 5 minutes, j'ai vu des trucs immondes. Vraiment. Et pourtant, je n'ai rien rentré dans mon profil. Et je me dis, ça, c'est pas possible. Donc, mes enfants ont eu TikTok à un moment. Alors après, chez nous, c'est particulier parce que pour le coup, je partage énormément de mon travail. Donc, on a beaucoup parlé de ces choses-là. Et je pense que le rôle essentiel des parents, c'est de parler de ces choses-là très, très tôt. Et de ne pas parler à nos enfants des réseaux sociaux en les infantilisant, en disant c'est oui, c'est non. En fait, en leur expliquant vraiment comme à des vraies personnes les vrais dangers. Pas en positionnant de manière verticale, mais vraiment de manière horizontale, en disant, voilà, en fait, parce que nous, TikTok, on ne connaît pas. Enfin, de base, je veux dire, on n'est pas né avec, on ne sait pas comment il faut faire. On ne sait pas comment élever nos enfants avec les réseaux sociaux, puisque nous, on n'a pas été élevés avec ça, quoi. Donc, je pense qu'il faut être très humble sur le sujet et dire, en fait, voilà, TikTok, c'est très dangereux. Quand il y a des vidéos comme ça, viens me montrer, être vraiment dans un échange, parce qu'à partir du moment où ça devient le domaine de l'enfant, il peut se passer n'importe quoi, on ne sera pas au courant. Donc, pour moi, vraiment, c'est un vrai souci générationnel aussi, c'est nous, on n'est pas nés avec. Je pense que nos enfants auront moins de mal à élever les leurs sur ces sujets-là, parce qu'ils auront eu l'expérience, ils sauront même les termes précis, même la façon de scroller, pour moi, je demande à mes enfants de m'expliquer comment marque Snapchat. Je ne sais pas, on peut voir où sont localisés les gens. Donc ça, c'est pareil, on a regardé ensemble. Je lui dis, en fait, est-ce que tu as envie que la France entière soit au courant de l'endroit où tu es? Non. Alors, on va les délocaliser, on va les cacher. Et d'ailleurs, il y a un site que je recommande à tous les parents, c'est le site e-enfance, qui intervient. Alors, par exemple, si un enfant a un cas de cyberharcèlement, il faut les appeler eux parce qu'ils sont en communication avec toutes les plateformes et ils peuvent faire cesser et supprimer tout ce qui a pu paraître sur TikTok, sur Snap, etc. Ils peuvent intervenir directement et surtout, ils ont toute une partie explicative à destination des parents qui va expliquer comment on met un contrôle parental sur TikTok, comment on va pouvoir gérer le temps d'écran ou les images qui vont arriver à nos enfants. C'est hyper bien expliqué, il y a des tutoriels pas à pas. Et je pense que ça, c'est essentiel que nous, on prenne le temps de se former. C'est vraiment l'école des parents grandeur nature, c'est-à-dire qu'on ne connaissait pas, on n'est pas né avec, on ne sait pas comment ça marche parce qu'en plus, ça ne nous intéresse pas du tout pour la majorité d'entre nous. Il faut prendre le temps de le faire quand même, quoi.
Alors, je vais te poser une question très personnelle, puisque tu as une bonne dizaine d'années d'avance sur moi, en tout cas sur l'âge de nos enfants. Mais en tout cas, j'ai hâte d'avoir ton expertise sur cette question. Comment tu fais pour lutter donc, on parlait des problèmes de harcèlement à l'école, et notamment sur les réseaux, avec des collégiens, où sont, entre guillemets, à l'âge où ils sont très influençables, entre l'âge où les enfants n'écoutent plus beaucoup leurs parents, parce que c'est le côté un peu rebelle, et le côté où ils sont à l'école, il y a cette pression de l'école de « tiens, j'ai tous mes copains qui sont sur les réseaux, ils ont tous un portable, ils ont tous Instagram ». Quelle est un peu ta solution pour lutter contre ce fléau et justement pour lutter ces cas de harcèlement ou autres sur les réseaux? Alors, moi, j'ai eu le cas. Donc, ma première réponse, c'est très factuelle, c'est-à-dire que la majorité numérique, c'est 13 ou 15 ans. Donc, en fait, t'as pas l'âge, t'as pas l'appli. C'est juridique, en fait. J'ai une réponse factuelle à un fait. Tu as envie d'avoir Instagram alors que tu as 11 ans? Bah, c'est non. Point. Je suis la relou, mais là-dessus, je bougerai pas. Et moi, j'ai pas beaucoup de règles chez moi. Mais en tout cas, il y a des règles et elles sont respectées parce qu'il n'y en a pas beaucoup, probablement. Et ensuite, concernant justement le fait d'avoir ou non des réseaux, en fait, même les groupes classes, c'est pas génial sur WhatsApp, ça dégénère rapidement. Pour la petite anecdote, ma fille en 6e a eu vraiment des soucis sur le groupe classe. Et en fait, on a analysé ensemble. Je lui dis, écoute, parce qu'elle se rendait malade, parce qu'on a accusé machin de harcèlement bidule, je lui dis, on va regarder ensemble. Je dis, en fait, regarde les messages. En soi, ils n'ont rien de particulier. Mais déjà, tu l'aurais jamais dit en face. Tu n'as pas le ton, tu ne sais pas. Je dis, en fait, voilà le problème. C'est pas vous individuellement, c'est ça. C'est ce support-là. Déjà, dans les groupes d'adultes, pour les anniversaires, ça peut s'écharper pour un smiley mal mis. Mais je dis, chez des enfants de 11 ans, c'est impossible. Ils ne savent pas gérer l'outil. Donc moi, la réponse a été claire et nette. J'ai enlevé le téléphone. Je lui ai acheté une petite montre connectée parce qu'en fait, je voulais qu'elle puisse nous dire, je suis arrivée au collège, je suis rentrée. Et puis, on l'a repris en 5e. Et ça a été très bien. Et on a un temps d'écran, on a un machin. Et je lui dis, au moindre truc sur un groupe classe ou quoi, tu me le dis. Parce qu'en fait, il faut que le parent reste garant de sa sécurité affective, mentale, etc. Et je pense que vraiment, sur ces supports-là, ça dégénère très, très vite. Et tu parlais tout à l'heure de cas tragiques. En fait, on ne peut pas voir que ça dégénère comme ça, quoi. Donc, l'idée, c'est quand même d'avoir élevé ses enfants suffisamment en confiance pour qu'ils nous alertent au premier site. Mais si on ne leur dit pas que ça nous intéresse, ils ne peuvent pas le deviner non plus. Donc, je trouve que déjà de dire, écoute, si vous avez un groupe classe, etc., si tu vois que ce n'est pas génial pour toi ou pour quelqu'un d'autre, dis-nous, on regarde, on en parle, etc. Et après, moi, mon premier réflexe, c'était d'alerter tout de suite le CPE du collège. Et ils ont l'habitude. En fait, ma fille me disait, oui, mais tu ne vas rien dire, ça va me tomber dessus et tout. Mais en fait, non, les adultes sont là pour ça. C'est pas... en fait, on n'est pas là pour rigoler, quoi. À partir du moment où il y a un souci, les adultes doivent intervenir. Bon, c'est un sujet très intéressant. C'est hyper intéressant et c'est super difficile parce qu'il y a, avec l'adolescence, il y a l'émotionnel, les enfants se mettent dans tous leurs états pour des bêtises. Des copains, quoi. Voilà, complètement. Le fait de ne pas obéir aux parents, etc. Donc, ouais, c'est ça. Et je pense que vraiment le plus sage, en tout cas quand on est parent comme ça, c'est de rester hyper factuel. De dire ça c'est autorisé, ça c'est interdit. Là, ce qu'ils disent sur le groupe classe, en fait, ils ne le diraient pas dans la vraie vie, on porterait plainte. Donc, ce qui se passe sur Internet, c'est la même chose que dans la vraie vie. Donc, on peut porter plainte on peut déposer une main courante. Je pense qu'il faut des fois avoir des mots un peu durs peut-être, mais en restant très factuel sans mettre d'émotion, quoi. Parce que c'est pas évident pour un enfant, parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux font partie du quotidien. Ouais. On voit même parfois, ça m'arrive parfois de partir dans des restaurants où je vois les parents, les enfants collés au téléphone. Ouais, c'est triste. Ouais, c'est triste, surtout au restaurant. Ouais. Et c'est vrai qu'au collège, on voit ça sur le côté rebelle, sur le côté où c'est à la mode. Ouais. Donc il y a une vraie pression sociale. Donc à gérer, c'est pas forcément non plus évident, aussi bien pour les parents. Non, il faut essayer d'être dans la co-construction, même au niveau du temps d'écran, de dire, écoute, en fait, voilà, dans la journée, on va faire un cercle, un petit camembert. Combien de temps ça te prend de prendre ta douche, de machin? Combien de temps ça te prend d'aller à l'école? En fait, tous les besoins et les choses essentielles doivent être faites. Qu'est-ce qui te reste pour le temps d'écran? Il va te rester peut-être une demi-heure par jour. À quelle heure ça te dit qu'on fasse ça? Ou bien tu préfères avoir plutôt 1 heure le mercredi? En fait, plus tu vas être dans la co-construction avec l'enfant, mieux ça va marcher, quoi. En fait, si on est dans l'interdiction permanente, il va forcément y avoir des louvoiements et on va se retrouver traquenardé. Parce que j'ai vu un reportage une fois à la télé, justement sur le temps d'écran. C'est plutôt assez bien fait. Et on voyait des jeunes qui passaient, quand on regardait l'option notamment sur iPhone, entre 10 et 13 heures par jour. Et je me souviens d'une fille notamment qui était accro à ça. Et elle racontait un
un point à la télé qui m'a un peu interpellé, où en fait le samedi après-midi, Ouais. où nous à l'époque, on allait retrouver nos C'est copains ça. dans la cour, stade de foot, etc. En fait, elles ne se retrouvent pas entre elles, Ouais. elles chattent Ouais, sur c'est téléphone, ça. Ouais. au lieu d'aller faire un tour, se balader, se voir physiquement. Ouais. Et c'est vrai que là, on dit qu'on a comme atteint un stade. Ouais, à partir du moment où ça impacte le quotidien et les activités normales d'un enfant, ouais, je trouve que c'est inquiétant. Et là, c'est à nous aussi en tout cas pour les plus jeunes, de forcer un peu la main sans être, de proposer un tour, d'aller faire un tour en ville, d'aller au ciné, en fait, de relancer un peu la machine parce que c'est très confortable d'être derrière sur son lit en train d'écrire sur son téléphone. Ça demande pas d'énergie plus que ça. Je trouve qu'on a aussi ce rôle-là en tant que parent d'être moteur. Moi, toutes mes actions avec mes enfants, je leur dis toujours, c'est pour votre bien. En fait, que vous soyez d'accord, pas d'accord, je m'en fiche. C'est pour votre santé, c'est pour votre bien. Donc après, il y a des trucs qu'on négocie, mais en fait, sortir tous les jours dehors, c'est pour votre santé. Donc, vous pouvez râler, vous pouvez traîner des pieds, marcher 10 km derrière, j'en ai rien à faire, on sort. Et bon, au final, il râle de moins en moins. Mais non, mais il y a un moment, en fait, il faut dépasser l'évitement du conflit. Il faut se dire, moi, en fait, je suis le parent, quoi. C'est moi l'adulte. Donc, si je veux que mon enfant soit en bonne santé mentale et physique, je fais ce qu'il faut, quoi. J'ai une dernière petite question, j'espère que tu me l'autoriseras. Donc, tu as 4 enfants. Est-ce que ça t'est déjà arrivé qu'un de tes enfants, je sais pas, tu leur fasses une remarque ou tu leur dis quelque chose ou tu fasses quelque chose et un de tes enfants te dit « Ah, mais maman, une fois à la télé, t'avais dit de faire ça et en fait, tu fais l'inverse. » Oh oui, ça lui fait beaucoup rire, en fait. Quand je donne des conseils à la télé, ça les fait vraiment marrer. Alors, ils me regardent pas très souvent, déjà parce que c'est le matin, ils sont à l'école, et puis en plus, ça les intéresse pas du tout. Mais ah oui, mais eux, ça les fait vraiment rire. Quand je fais des trucs sur les tâches ménagères, ou quand je fais des trucs sur comment ne pas crier sur ses enfants, ils sont là, mais pardon, quoi. Parce que, évidemment, et c'est le jeu, tout ce que je dis, c'est l'idéal. Tout ce que je dis, c'est la façon dont il faudrait fonctionner au quotidien. Moi, quand je me retrouve avec 18 corbeilles de linge parce que monsieur a rangé son armoire, je parle de mon fils aîné, et qu'en fait, au lieu de replier, il m'a tout foutu au sale, je m'énerve. Voilà. Mais, Je connais ça. voilà. Mais ça fait partie du jeu et je pense que eux aussi, ça les met pas sur un pied d'égalité avec moi, c'est pas ce que je veux dire, mais ils se rendent compte aussi, et je pense que ça c'est hyper important, que le parent, c'est pas un être supérieur. En fait, moi j'ai toujours cette vision d'horizontalité dans la famille, c'est-à-dire que moi je leur ai toujours dit, en fait, ce que je te dis, c'est pas pour te faire chier, pardon. Ce que je te dis, c'est pas pour t'embêter. Je suis pas plus intelligente que toi, c'est juste que j'ai plus d'expérience. Donc d'expérience, je sais que ça c'est mieux. Et c'est pour ça qu'on est là, c'est pour vous guider. C'est pas parce que tout d'un coup on est des êtres de lumière, quoi. Et du coup, oui, ça les fait vraiment bien marrer quand je donne des conseils. Et bon, en règle générale, quand même, je fais les plutôt suis. ce que je dis. Bon, tant mieux. Merci Marie pour le temps que tu nous as accordé, pour tes précieux conseils. On te retrouve tous les jours, donc, du lundi au jeudi, donc sur les maternelles XXL sur France 4. Également sur ton site, vipchez-marie.fr, ainsi que sur les réseaux. Ouais. On mettra d'ailleurs en dessous de la vidéo tous les liens. Les livres qui sortent bientôt. Oui. Et puis du coup, tes enfants qui vont te retrouver bientôt. Merci beaucoup Merci et à toi. très bientôt.